En direct de Washington DC. Mon invité pour les Français.press, Olivier Piton, avocat, élu des Français de Washington et conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger. Vous êtes un de nos spécialistes pour décrypter l'actualité américaine. Bonjour Olivier Piton. Bonjour. Et merci de nous accorder cette interview. On va parler des visas de travailleurs étrangers. Ils sont de nouveau dans le viseur de Donald Trump. Il y a quelques jours, le président américain a signé un décret qui durcit fortement. À partir du 1er janvier 2026, l'accès au visa H1B, utilisé par les entreprises basées aux États-Unis pour recruter des talents hautement qualifiés, dont plus de 30 000 Français aujourd'hui. Olivier Piton, on va rentrer dans le détail des mesures après, mais pour le moment, quel est selon vous le message politique principal envoyé par la Maison-Blanche ? Faut-il y lire que les États-Unis n'ont plus besoin de talents venus de France et d'ailleurs ? Alors en fait, il y a deux lectures. Il y a effectivement la lecture politique qui consiste à dire que Donald Trump met en place une forme de préférence nationale, puisque dès son premier mandat, il avait déjà expliqué que les États-Unis devaient se suffire à eux-mêmes et que le vivier interne était suffisant pour pouvoir subvenir aux besoins de l'économie américaine. Donc déjà, c'est une vieille idée qui date de son premier mandat. Maintenant, et donc on est complètement là-dedans. Maintenant, il y a une autre lecture aussi qui est, il faut en parler, d'un abus de ce visa par certaines catégories de population dans le monde et qui le rendait de fait comme une sorte de passage à une immigration plus ou moins tolérée. Et donc, ce sont ces abus qui sont d'ailleurs notés bien au-delà du cercle des MAGA et des Trumpistes. Ces abus ont été traités à la hache, comme souvent avec Donald Trump, c'est-à-dire on est passé de quelques centaines de dollars pour pouvoir obtenir un visa par l'entreprise qui souhaite embaucher quelqu'un à l'étranger par ce visa H1B à 100 000 dollars, sachant qu'une précision a été apportée, à savoir que aujourd'hui, et il faut être très prudent, ce décret ne concernerait pas ceux qui sont déjà détenteurs du visa H1B, donc vous parliez des 30 000 Français aux États-Unis qui sont concernés, mais tout le monde est un peu dans l'expectative et dans l'inquiétude, puisqu'effectivement cela peut encore évoluer. Donc il y a deux lectures, il y a une lecture effectivement politique, mais il y a une lecture aussi un petit peu plus économique qui est liée aussi à des abus, et comme toujours, le curseur est à mettre un peu au milieu. Alors si ça ne concerne pas ceux qui sont déjà sur le territoire, ça serait une bonne nouvelle à prendre au conditionnel. On a compris la prudence dont vous faites état. Alors allons-y sur les principales nouvelles obligations introduites par l'administration Trump pour l'obtention de ce H1B. Vous disiez 100 000 dollars, c'est mensuel, c'est annuel. Il y a d'autres conditions. On vous laisse nous détailler avec les éléments précis ou pas d'ailleurs que vous avez en votre possession. Non, alors l'idée c'est que les entreprises payent une seule fois 100 000 dollars, une bonne fois pour toutes, pour un employé, et ensuite les entreprises paieraient le salaire de leur employé. Donc d'une certaine manière, les 100 000 dollars, c'est le principe du ticket d'entrée. On en parlera peut-être aussi pour la Gold Card après, mais pour le H1B, l'idée est là. Pour un employé lambda, étranger, une entreprise paye 100 000 dollars, l'employé entre légalement aux États-Unis avec un visa H1B. Bon, je rappelle quand même qu'il y en a à peu près entre 85 et 90 000 qui sont octroyés par an, ce qui ressemble quand même beaucoup à une forme de loterie. Et derrière, eh bien, une fois que le détenteur du visa, que l'entreprise a payé les 100 000 dollars, le détenteur du visa peut l'obtenir et peut donc travailler sur le territoire américain. Alors, on ne sait pas si on va conserver la durée de 3 ans renouvelable pour une durée de 6 ans. C'est ce qui est actuellement le cas pour un visa H1B. Il est possible qu'il y ait aussi une remise en cause là-dessus. Mais pour faire très simple, l'entreprise paye 100 000 dollars à l'État. Peu importe le niveau de poste, de rémunération, le niveau de connaissance du salarié. Peu importe le niveau de poste, de rémunération. Là encore, avec beaucoup de prudence, c'est la première annonce. Il est possible, vous avez tout à fait raison, qu'on affine ce point-là. Mais en tout cas, ce que l'on sait depuis quelques jours, en tout cas depuis le décret de dimanche dernier, c'est que l'entreprise paye 100 000 dollars à l'État fédéral et ensuite paye le salaire de l'employé qui a librement le droit de venir travailler aux États-Unis pour une période normalement de 3 ans renouvelable jusqu'à 6 ans. Et à voir, on l'a compris. Est-ce qu'il y a une notion de portabilité ? C'est-à-dire que l'entreprise, elle a payé ses 100 000 euros, le salarié repart, elle repaye 100 000 euros pour en embaucher un deuxième, et le salarié, s'il veut changer d'entreprise, aller dans une autre entreprise qui s'est déjà acquitté d'un visa et des 100 000 dollars, tout ça est encore flou ? Alors tout ça est encore flou. D'après ce que l'on comprend, c'est 100 000 dollars pour
une entreprise liée à un salarié. Donc pour répondre à votre question, mais encore une fois, on va mettre des guillemets du conditionnel partout, si un employé changeait d'entreprise, la nouvelle entreprise serait de nouveau obligée de payer 100 000 $. Voilà. Et si elle veut remplacer son salarié, elle est obligée de nouveau de payer 100 000 $. Voilà, c'est ce que l'on croit savoir, mais encore une fois, à ce stade, on manque quand même d'informations. Maintenant, l'idée, mais d'ailleurs Donald Trump n'en s'en est jamais vraiment caché, 72% des visas H1B sont octroyés à des Indiens et 12% à des Chinois. C'est-à-dire qu'entre les Indiens et les Chinois, vous avez pratiquement 85% des visas qui sont octroyés à une de ces deux nationalités. Et c'est en fait pour ça que je parlais de politique tout à l'heure et qu'il ne faut pas totalement l'édulcorer. Il y a aussi un règlement de compte géopolitique entre les États-Unis et l'Inde visant à, d'une certaine manière, punir l'Inde qui est le gros bénéficiaire des visas H1B. Donc c'est un point aussi à prendre en ligne de compte. À votre connaissance, Olivier Piton, comment les entreprises basées aux États-Unis réagissent à ce durcissement officiellement destiné à limiter les abus? Vous l'avez dit, l'alourdissement des exigences, notamment financières, vont peut-être rendre le H1B inaccessible alors aux PME, aux universités, aux startups qui emploient des Français. Quelles solutions sont aujourd'hui envisagées pour y faire face? Alors, sur la première partie de votre question, d'après ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu une baisse à la bourse des principales entreprises. On parle en particulier d'entreprises qui travaillent dans le milieu de la tech ou de la finance et qui embauchent traditionnellement massivement des H1B. Donc ces entreprises ont connu une baisse sensible de leur cours à la bourse, qui prouve qu'il y a quand même eu un impact. Maintenant, on verra sur le moyen et long terme si ça se confirme. Deuxièmement, ce que l'on sait, c'est que les entreprises cherchent déjà un plan B, et le plan B, il est assez simple, et j'en ai discuté avec des avocats d'immigration hier. En fait, c'est de changer de type de visa et de ne pas passer. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est par exemple l'idée de passer d'un H1B à un O, le O étant un visa entre guillemets un peu exceptionnel pour des personnes qui ont des compétences tout à fait spécifiques, particulières, voilà. Donc l'idée, c'est de trouver des substituts au H1B qui de toute façon n'inspirent plus confiance. C'est-à-dire que le problème, il est là, dans le flou de la mise en place de ce nouveau H1B, beaucoup d'entreprises cherchent déjà ou vont chercher à trouver un substitut qui ne soit pas le H1B et qui soit un autre visa. Okay. Donc si vous voulez, on va transférer, on va déplacer le problème. On verra comment ça se passe. Alors Olivier Piton, il y a la question et les incertitudes autour du H1B, mais il y a l'effet domino aussi pour les familles qui restent dans l'incertitude. On ne sait pas si celles qui sont déjà là sont concernées ou pas. La restriction du droit au travail des conjoints revient également sur la table. En 2015, l'administration Obama avait accordé aux époux des titulaires de H1B un visa H4, l'autorisation de travailler. Donald Trump l'a supprimée en 2020, Joe Biden l'a rétablie en 2021 et elle disparaît à nouveau. En 2024, 1200 Françaises ou Français travaillaient légalement grâce à ce statut. Ils ou elles ne pourront plus à compter du 1er janvier 2026. Là aussi, qu'est-ce que l'on en sait à ce stade et surtout, comment accompagner cette incertitude de nos compatriotes installés aux États-Unis et que pouvez-vous leur dire aujourd'hui? Alors l'incertitude, elle est double. D'abord, vous avez raison de rappeler l'énorme instabilité de l'octroi de visas, que ce soit au conjoint ou non d'ailleurs. Parce on pourrait rappeler l'épisode du E2, donc du visa investisseur, qui avait fait l'objet d'une punition de la France sous le premier mandat de Donald Trump. On était passé à 48 mois uniquement de validité du visa E2, pour ensuite avoir été prolongé, mais après moult discussions avec l'administration Biden. Et donc le premier point, c'est l'instabilité chronique de l'octroi des visas. Et le deuxième point, au-delà de l'aspect politique de la manière dont l'administration Trump veut traiter, il va être clair, la réduction de l'immigration légale. Sur l'immigration illégale, on sait à quel point il y met les moyens, mais sur l'immigration légale, il est aussi dans une logique de réduction. Et au-delà de ça, et là ça ne tient pas uniquement à Donald Trump, c'est beaucoup plus ancien, ceux qui sont détenteurs d'un visa, ceux qui sont dans le renouvellement d'un visa ou même dans le renouvellement d'une carte verte le savent aussi bien que moi, c'est l'allongement considérable des délais pour pouvoir obtenir un simple renouvellement. On ne parle même pas ici de premier visa ou de première carte verte, on parle de délais de renouvellement qui sont devenus délirants. On parle de 3 ans, 4 ans, 5 ans maintenant pour une demande de carte verte et quasiment 2 ans pour une demande, voire plus pour une demande de renouvellement. Donc si vous voulez, il y a les deux facteurs conjugués, il y a une vraie politique de restriction actuellement
de l'immigration légale. Et d'un autre côté, depuis le Covid, on a une extension devenue délirante des délais, et ça ne date pas de Donald Trump, des délais pour obtenir simplement ces papiers, ce qui met les familles, les travailleurs, leurs conjoints, les enfants dans une situation d'incertitude et d'anxiété absolument énorme. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, aussi bien le premier point que le deuxième point ne vont pas s'arranger. Alors que fait comment réagit le pays comment les élus des Français de l'étranger aux États-Unis se mobilisent-ils? Est-ce que cette prise de position peut comporter des risques pour vous? On sait que des Français vivant aux États-Unis et qui avaient critiqué l'administration Trump se sont retrouvés bloqués à la frontière américaine après un séjour en France cet été. C'est quand même très particulier et très nouveau dans les relations franco-américaines. Donc la question, vous l'avez compris Olivier Piton, en 2 points. Quelle action et comment ne pas aller trop loin? Alors, il faut bien comprendre quel est le rôle des élus des Français de l'étranger. Le rôle des élus des Français de l'étranger tel que défini dans la loi qui régit de 2013, il y a une séparation entre l'action menée vis-à-vis des Français de l'étranger et l'action, ou du moins les actions que l'on pourrait avoir à l'égard de la politique du pays dans lequel on vit. En résumé, il appartient au ministère des Affaires étrangères, à l'ambassade du pays dans lequel de l'ambassade de France et de la chancellerie de régler les problèmes de relations avec le pays dans lequel on vit. Et nous ne sommes pas, nous, autorisés à, en gros, faire de la politique. Ce que moi je fais, par exemple, c'est que j'informe. J'ai informé très tôt sur les risques qu'il y avait à communiquer sur les réseaux sociaux son hostilité à l'égard du gouvernement américain. J'ai communiqué sur le fait qu'il était devenu dangereux d'aller manifester dans les campus à l'encontre de tel événement, en particulier ce qui se passe à Gaza. J'ai appelé à la prudence parce que je ne peux pas aller au-delà. Après, on entre dans un cadre qui n'est plus celui des élus, qui est celui de l'État français, qui lui doit agir dans une relation bilatérale avec le gouvernement américain. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Nous sommes dans l'information, nous sommes là pour essayer d'informer, de prévenir et d'éviter que des gens se retrouvent sans trop le savoir, pensant de bonne foi agir en tant que, par exemple, de citoyens, dans une situation inextricable. On rappelle quand même que 6 000 étudiants aux États-Unis ont été expulsés depuis le mois de février. Pas des Français, en général, mais il y a quand même 6 000 étudiants qui ont perdu leur visa et qui ont été obligés de quitter le pays. Donc la diplomatie aux diplomates, on a compris votre message, Olivier Piton. Les États-Unis, ils ont longtemps attiré les talents français grâce à des visas comme le H1B dont on parle depuis tout à l'heure, en rendant ce système plus cher et plus restrictif. Est-ce que finalement, ce n'est pas une bonne chose pour la France, j'entends, avec des candidats à l'expatriation qui ne regarderaient plus du côté des États-Unis, mais davantage vers des pays européens? Ça reste à espérer, en tout cas il y a toujours un côté positif à toute mesure, c'est qu'effectivement, un certain nombre de candidats à l'expatriation dans les domaines du H1B, donc le domaine de la tech, de la finance, décident d'apporter leur plus-value et leurs compétences à la France plutôt qu'aux États-Unis. Maintenant, il y a deux catégories de personnes. Il y a celles qui veulent absolument partir aux États-Unis et qui seraient prêtes, à mon avis, à s'expatrier, quel que soit le cas de figure et quel que soit le visa ou les conditions d'expatriation. Et puis il y a ceux qui sont un peu plus ouverts aussi à la situation purement économique et qui pourraient effectivement rester en France en se disant personne ne paiera pour moi $100 000, mais je peux peut-être trouver un bon poste dans telle entreprise française ou dans telle start-up. Ça peut être effectivement l'occasion. Il y a 1000 moyens de travailler avec les États-Unis sans pour autant vivre aux États-Unis. Mais ça, c'est un problème personnel aussi. Et pour terminer, au-delà des visas, cette réforme traduit-elle un changement de philosophie américaine vis-à-vis des talents étrangers? J'entends par là, est-ce qu'il faut y voir un signal durable pour les Français qui misaient sur l'Amérique ou une mesure conjonctuelle liée à la politique intérieure? En gros, est-ce que après le mandat Trump, on reviendra à un système plus classique, ou en tout cas à ce qu'on a connu? Moi, je ne crois pas qu'on reviendra beaucoup en arrière après l'ère Trump, tout simplement parce qu'il y a quand même une forme de consensus dans la société américaine. La société américaine est extrêmement clivée, mais il y a quand même un certain nombre de sujets où, bon an, mal an, il y a une forme de consensus qui se fait jour. Donc je pense qu'on ne retournera jamais en arrière et qu'il ne faut jamais oublier que les succès de l'administration Trump, en tout cas les coups de boutoir de l'administration Trump aujourd'hui, sont aussi la conséquence de la politique de Joe Biden, qui était considérée par
un certain nombre d'Américains comme étant trop laxistes et on a un retour de balancier. Donc c'est toujours le même problème. Il n'y aura pas de retour en arrière véritablement. Donc il faut partir du principe que les États-Unis se ferment à l'heure actuelle. Peut-être que ça changera, mais en tout cas on est parti dans une période longue où les États-Unis se ferment. Maintenant, sur les talents, encore une fois, je reviens au début de notre discussion, il est difficile aujourd'hui de décrypter la finalité réelle de cette affaire de H1B. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il y a la volonté de lutter aussi contre un abus. L'abus du H1B utilisé à foison par des Indiens et par des Chinois. Et on note, par exemple, qu'il n'y a pas de remise en cause du visa O, qui est le visa pour personnes avec des compétences un peu exceptionnelles. Il n'y a pas de remise en cause de la carte verte, en tout cas à ce stade. Et donc, on peut estimer qu'il n'y a pas une volonté non plus totale de la part de l'administration Trump de se priver de talents étrangers. Et le meilleur exemple, et je terminerai là-dessus, c'est la Gold Card, c'est-à-dire que pour $1 million, là, on entre dans une autre sphère, mais l'idée, c'est que la carte, on ait une sorte de carte verte plus, et la Gold Card vous permettrait avec $1 million, qui peut être éventuellement financé, de pouvoir venir aux États-Unis et voire même obtenir beaucoup plus facilement la nationalité américaine. Et là, on parle de talents véritables, de gens dont les États-Unis auraient besoin. Donc c'est difficile de répondre à votre point sur les talents. Une chose est sûre, c'est que les États-Unis aujourd'hui sont beaucoup plus dans l'idée de fermer leurs frontières. Elles ne sont pas complètement étanches, mais ils les ferment. Il faut partir de ce constat et s'adapter. Merci beaucoup Olivier Piton pour votre regard, votre analyse et votre bonne connaissance du sujet qui j'espère rassurera nos auditeurs ou pas. On se retrouve très prochainement et toujours sur lesfrançais.press. Merci encore. Merci. En direct de Washington DC.